sous la même forme, celle de Uniform Mental Health Act, auquel souscrivent 6 États. En même cet acte, le gouverneur pouvait faire envoyer n'importe qui à l'institution de santé mentale de l'Alaska ou d'ailleurs. Les rumeurs veulent, aussi loin qu'en 1950, que cela ait résulté en fait en une sinistre prison pour la santé mentale style Frankenstein, située en Alaska. Alors, si on regarde toutes les vraies personnes qui avaient besoin de santé mentale qu'on a sorties de ces centres-là ces dernières années, alors que d'autres, simplement à cause de leur croyance, simplement à cause de leur nationalisme, sont internés depuis des années dans ces prisons, parce que ce n'est pas des hôpitaux, ce sont des prisons pour santé mentale, pour être rééduqués. Alors, il y a des milliers de personnes au fil des années qui ont traversé ça. Moi-même, à un moment donné, je me suis présentée à l'hôpital de Châteauguay, au Québec. J'avais un problème, un gros bouton qui me poussait sur la jambe, puis j'avais besoin de soins parce que j'arrivais pas à le guérir. Et j'ai simplement demandé au médecin qui est venu me rencontrer à la salle d'urgence, avoir entendu parler de la micropuce qui serait installée chez les patients d'ici quelques années, tout ça. Juste le fait de dire ça. Le médecin m'a examiné, il est parti, et là je l'ai vu revenir avec 2 bonnes sœurs, 2 gardes de sécurité. Et j'ai pas été capable de sortir de la salle d'urgence. J'étais piégé là, et le médecin m'a dit: Madame, il faut absolument que vous rencontriez un psychiatre. J'ai dit: pourquoi? C'est à cause de ce que vous avez discuté tantôt, là, en rapport avec la micropuce. Et je lui avais apporté 2 documents à ce médecin, parce que notre but, nous, c'est toujours de faire connaître la vérité. Je lui avais apporté 2 documents qui ont un rapport direct avec l'instauration de la micropuce par les soins médicaux. Et j'ai dû passer toute la journée dans une chambre avec des bodyguards qui me checkaient toujours là, pour pas que je sorte de la chambre. Et j'ai passé toute la journée là jusqu'à 5h30 le soir, le temps de rencontrer un psychiatre. Et finalement, je l'ai rencontré. Il m'a posé quelques questions. Il a posé quelques questions à mon conjoint que j'avais à cette époque-là. Et finalement, il m'a laissé sortir. Mais il aurait pu très bien me garder en psychiatrie, vous savez. Et la question qu'il a posée à mon mari, c'est est-ce que votre épouse a l'habitude de parler de ces choses-là à vous et à vos enfants? Et mon mari lui a répondu oui, oui. Alors il m'a posé toutes sortes de questionnements en rapport avec ça, en rapport avec mes croyances face à ce qui se mettait en place. Puis moi, tout ce que je pouvais lui répondre, parce que je savais que d'une manière ou d'une autre, c'était soit qu'il me relâchait ou bien non, soit qu'il m'enfermait. J'ai dit, quand même, vous voudriez m'enfermer, ça n'empêchera pas les choses d'arriver. Alors finalement, je suis retournée chez nous. Finalement, le lendemain, il fallait que je retourne pour un deuxième traitement, parce qu'on me mettait un soluté dans le bras. Puis, j'étais encore dans la salle d'urgence. C'était un autre médecin qui était là. Puis, à un moment donné, j'attendais, puis je me suis tiré le cou pour regarder dans le corridor. Puis, j'ai aperçu le psychiatre à l'autre bout. J'ai pas besoin de vous dire que je me suis caché dans la salle d'urgence, pas qu'il me voie. Je me suis arrangé pour pas qu'il me voie, au cas qu'il aurait changé d'idée. Puis, j'ai fait un petit document, un petit écrit sur ça il y a quelques jours après, que vous pouvez trouver sur mon site Le Voile Déchiré. Mais voyez-vous, c'est ça. C'est ça les soins hospitaliers. Ils peuvent vous enfermer juste parce que ils ont été tellement brainwashés, ces médecins-là, à travailler pour le camp ennemi, qu'ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font aux populations, croyant bien faire pour protéger leur santé mentale. Alors, je m'en suis sauvé ce fois-ci, mais ça ne veut pas dire que je vais m'en sauver tout le temps. Alors, je me mets sous la protection du Seigneur, c'est tout ce que je peux faire. Continuons. J'ai écrit en Alaska au gouvernement et je leur ai demandé une description des terrains totalisant 1 million d'acres
que celui-ci avait reçu sous l'Alaska Mental Health Act. Je leur ai aussi demandé une copie de l'inventaire qu'ils possédaient en rapport avec leurs établissements à cette époque. Je n'ai toujours pas reçu de réponse et je n'en recevrai probablement jamais, à moins de produire une injonction devant la Cour. Pourtant, à travers les ans, il y avait un endroit en Alaska auquel il était fréquemment fait référence, au sud-est de Fairbanks, au sud-ouest de Fairbanks, au nord-est de Fairbanks, quelque part près de Fairbanks. Puis un jour, j'ai reçu de l'information comme quoi un pilote d'avion avait survolé une fois cette région et avait vu sa licence révoquée. J'ai donc commandé pour 1,85$ chacune les cartes de navigation à basse altitude de l'Alaska vendues par le gouvernement fédéral et j'ai pu y visiter l'Alaska Siberian Asylum, servant pour le traitement de ceux considérés comme étant les ennemis des États-Unis. Il est exactement là où la rumeur l'avait situé depuis 20 ans, au sud-est de Fairbanks. C'est le seul avec cette configuration géométrique dans tout l'État d'Alaska. Et vous remarquerez une ligne noire qui passe à travers Fairbanks et qui bifurque dans cette direction sur la carte. Cette ligne est le chemin de fer que le département des Transports confisquerait sous l'ordre exécutif si cet ordre devait rentrer en vigueur. Et le HEW serait alors responsable de décider si oui ou non vous seriez dérangé mentalement à cause de vos tendances nationalistes, de votre amour pour les États-Unis ou de vos adhérences à quelque doctrine politique ou religieuse que ce soit. Puis je vous rappelle qu'on vit sous le nouvel ordre mondial. Alors, ce que les États-Unis mettent en place, tous les pays dans le monde le mettent en place aussi. Mais regardons un peu plus en profondeur le type de programme pour lequel la LEAA était payée à travers le département de la Justice. Le Bureau fédéral des prisons, situé dans les bois de la Caroline du Nord, près d'un petit village connu sous le nom de Butner, est à construire un immense complexe de recherche de 42 acres devant servir aux prisonniers provenant de partout sur la côte Est. Qui y sera envoyé pour servir de cobaye aux expériences en vue de vérifier les nouveaux programmes et techniques? Behaviorist. La date limite pour compléter le système est ironiquement 1984. Vous savez le film 1984, l'État esclave? Ben, c'est ça. Nous possédons à l'heure actuelle des preuves quant à des centres d'expérimentation militaro-médicale où des expériences sont conduites avec succès à l'aide de micro-ondes et de drogues, alors que notre bon gouvernement il se promène à tous les coins de rue avec sa police pour arrêter ceux qui ont un joint dans les mains. Mais eux autres, ils utilisent des drogues sur nous pour expérimenter puis pour nous tenir tranquilles. Ça, c'est sans compter toute l'industrie pharmaceutique avec ses antidépresseurs. Alors, à l'aide de micro-ondes et de drogues, entre autres, afin d'en arriver au contrôle de la violence chez les individus, ainsi qu'au contrôle direct de l'individu et même de la transformation radicale de sa personnalité. Point 6.3, à la page 24. Ainsi donc, ils utilisent en ce moment, sous le programme de la LEAA, quelque chose appelé l'anectine. Les punitions pour des comportements fautifs ou incorrects dans la prison sont appliquées à l'aide de drogues et de chocs. Ce qui semble être les meilleurs exemples choisis parmi les programmes d'utilisation de l'anectine, un dérivé du curate sud-américain. Je suis sûr qu'aujourd'hui, 93 à 2011, ben, ils ont sûrement fait des nouvelles découvertes, puis ils ont sûrement des nouveaux médicaments encore plus puissants pour amener cet état zombie, puis de changer nos mauvais comportements. À l'origine, l'anectine était utilisée comme l'élément moteur pour les chocs électroconvulsifs. Ces chocs appliqués à la tête sont si violents qu'ils peuvent briser ou fêler des os sous la force développée par les contractions musculaires qui en résultent. Puisque
Puisque l'anectine paralyse les muscles sans affecter la conscience ou encore la faculté de sentir la douleur, les chercheurs peuvent ainsi augmenter le voltage autant qu'ils le veulent sans risquer pour autant de briser le squelette du détenu lorsque son corps entre en convulsion sous l'impact des chocs. Alors ça, c'est carrément de la torture. Puis c'est comme nos policiers qui utilisent des bottins de téléphone d'un prison ou d'un poste de police pour frapper les détenus. Ben, ils prennent un bottin de téléphone puis ils frappent le détenu avec ça, fait que ça laisse pas de marque. Alors, c'est comme ça qu'ils se protègent, mais c'est carrément de la torture. Puis président Bush puis Obama, ils promouvoient cette torture-là. Puis même avec la découverte de supposément Ben Laden, ben, M. Obama est allé jusqu'à dire que c'était un prisonnier de Guantanamo qui, sous la torture, a révélé l'endroit où se cachait Ben Laden. Alors, il est en train de promouvoir la torture, que la torture, elle est nécessaire dans certains cas pour arracher des informations importantes, jugées importantes pour la sécurité nationale. En résumé, ce que l'anectine fait, c'est qu'elle simule la mort, 30 ou 40 secondes après injection. Premièrement, elle apporte la paralysie, puis rapidement dans les muscles du nez, des doigts et des yeux, et puis dans le diaphragme et dans le système cardiovasculaire. Comme résultat, le patient ne peut plus ni bouger, ni respirer, mais tout en demeurant conscient, comme s'il se noyait et mourait. Ceci est un extrait de Human Behavior publié en 1974. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a un film qui a passé, je ne me rappelle pas du titre, mais c'était en Haïti, où les Bobo Macoutes utilisaient avec les sorciers du village un genre de poudre pour justement simuler la mort d'un individu puis qui était considéré comme indésirable à la société, et on l'enterrait vivant. Ben, c'était exactement la même chose. Alors, puis dans le film, on rapporte que il y a quelqu'un des États-Unis, je me rappelle pas si c'est un scientifique ou quoi, mais qui s'était rendu en Haïti pour essayer de se procurer la poudre en question. Et que, bon, à la fin du film, il revient aux États-Unis avec la poudre. Mais ça me fait penser exactement à ce produit-là. Alors la personne, elle est complètement consciente. Son esprit est là. Il entend les gens autour de lui. Il entend ce qui se passe. Mais il peut d'aucune manière réagir à cause de la paralysie de ce produit.